Combien de temps m'a-t-il fallu pour prendre cette décision? C'est la question que vous m'avez posée et c'est la question donc à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Je quitte mon CDI. J'aimerais commencer par vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des messages d'encouragement. Ça fait extrêmement plaisir. Ça me touche énormément et j'espère que ces vidéos de mes aventures pourront aider au moins quelques personnes qui se posent des questions sur leur parcours professionnel ou qui sont en phase de réflexion pour savoir ce qu'ils vont faire ensuite. Si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions ou qui est dans une réflexion au sujet de son parcours professionnel, alors partagez-lui ces vidéos. Je crois que ça aide vraiment de savoir que l'on n'est pas seul, surtout si on se sent bloqué par rapport à la peur. Alors j'avais prévu d'écrire comme la dernière fois et de vous lire un peu mon texte en mode de podcast, sauf qu'au bout de 4 pages d'écriture, je me suis dit qu'il faudrait peut-être arrêter d'écrire et simplement enregistrer cette vidéo. Donc je vais lire en grande partie et sur la fin, je serai probablement plus en freestyle ou en mode naturel. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Merci aussi aux personnes qui m'ont posé des questions. Vous n'êtes que 2 pour le moment, donc les autres, si vous avez des questions, allez-y, parce que ça m'aide énormément à réajuster l'angle sous lequel j'aborde les choses avec vous dans ces vidéos. Alors, c'est parti, je réponds à une personne qui m'a demandé quel est mon métier, depuis combien de temps je l'exerce et combien de temps est-ce qu'il m'a fallu pour sauter le pas. Je vous préviens tout de suite en vous disant que la réponse à ces questions risque de prendre plusieurs vidéos en réalité, mais on va essayer quand même. Je suis bioinformaticienne de formation et de profession. J'ai un bac plus 5, plus précisément un master en bioinformatique. Je travaille dans la recherche contre le cancer et cette année, ça fait 11 ans que j'exerce ce métier. Être bioinformaticienne, c'est être à l'interface de plusieurs métiers. On est amené à travailler avec des biologistes, des médecins, des informaticiens, des data managers, des statisticiens, des biostatisticiens et la liste n'est clairement pas exhaustive. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'est un bioinformaticien, donc j'aime bien en fait poser la question aux gens pour leur demander ce que ça leur inspire et ce que ça pourrait être selon eux. Et la réponse qui m'a le plus étonné, c'est fabriquer les ordinateurs avec des plantes. Alors clairement, ce n'est pas ça du tout. Le rôle du bioinformaticien, c'est de faire parler les données dans le domaine de la biologie. Le domaine de la biologie évolue très vite et on génère de plus en plus de données qu'il faut savoir pouvoir analyser. Et le volume des données devient tellement important qu'il n'est plus possible de les analyser à la main. Le bioinformaticien développe et ou utilise des outils informatiques pour analyser de gros volumes de données en biologie. Le bioinformaticien doit comprendre la biologie et maîtriser l'informatique, c'est-à-dire l'analyse de données, la fouille de données, le machine learning, les bases de données, les biostatistiques, le codage, c'est-à-dire la programmation informatique. En général, le bioinformaticien maîtrise plusieurs langages de programmation informatique, donc il est capable de choisir et d'utiliser celui qui est le plus adapté à ce qu'il souhaite faire ou au type de données qu'il doit analyser. Et tout cela va dépendre de la structure dans laquelle il travaille et des projets ou des missions qui lui sont confiées. En fait, un bioinformaticien est un data scientist spécialisé en biologie. Ils ont les mêmes compétences. Donc, un bioinformaticien serait tout à fait capable d'analyser les données de clients d'une grande surface et de créer un outil servant à prédire les produits qui intéresseraient les clients en fonction de leurs habitudes d'achat, par exemple. Pour devenir bioinformaticien ou bioinformaticienne, on peut venir du domaine de la biologie et avoir envie de savoir analyser de gros volumes de données, mais on peut aussi venir du domaine de l'informatique et avoir envie de mettre ses compétences au service de la biologie ou de la recherche. Dans tous les cas, il faut réussir à comprendre et si possible à aimer ces 2 domaines. Je tourne la page. Désolé pour le bruit. Il y a beaucoup de sous-domaines en biologie et donc en bioinformatique également. Pour ma part, je travaille dans le domaine de la recherche contre le cancer. J'ai travaillé 2 ans à l'Institut Cochin à Paris sur les tumeurs de la glande surrénale. J'étais la seule bioinformaticienne dans une équipe composée de biologistes et de médecins exclusivement. Ça a été une très belle première expérience professionnelle. J'ai beaucoup appris sur comment communiquer avec les biologistes et les médecins, ce qui est essentiel dans ce métier. Le bioinformaticien travaille exclusivement sur ordinateur, ce qui peut sembler parfois abstrait pour d'autres corps de métier en fait. J'ai travaillé 3 ans à l'Institut Curie. Là, changement de décor parce qu'avant, je travaillais sur un ordinateur de bureau un peu boosté, on va dire. À l'époque, c'était suffisant pour ce que j'avais à faire dans cette équipe. Et lors de ma deuxième expérience professionnelle, là, j'avais accès à un cluster de calcul, ce qui est beaucoup plus conséquent pour travailler et faire de grosses analyses, très gourmand en capacité de calcul. Je travaillais à la plateforme de bioinformatique
et j'avais été recrutée pour un projet européen au sujet du cancer du col de l'utérus. Et puis j'ai aussi travaillé rapidement sur le cancer du sein à la fin de mon contrat. À cette époque, j'étais entourée quasi exclusivement de bioinformaticiens et je me rendais bien compte que c'était important d'avoir les deux, c'est-à-dire pouvoir être en contact avec les biologistes et les médecins, les porteurs de projets finalement, et aussi en contact des bioinformaticiens, data managers, biostatisticiens, informaticiens, etc., etc. Aujourd'hui, je travaille à Gustave Roussy. Cette année, ça fait 6 ans. C'est encore d'actualité parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis en période de préavis. En fait. Donc ça fait 6 ans. Je suis rattachée à la plateforme de bioinformatique également, mais mes activités sont exclusivement dédiées au projet de pédiatrie, à savoir les cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Et là, j'ai effectivement accès à un cluster de calcul. Je suis entourée de bioinformaticiens tout en étant en contact avec des médecins, des biologistes et des chercheurs. C'est vraiment bien de pouvoir être à l'interface de ces différents métiers, en particulier si on aime vraiment ça, et c'est mon cas. Aujourd'hui, honnêtement, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà très très bien. Chacune de ces expériences a été très enrichissante et m'a aussi permis de forger mon caractère et mon attitude professionnelle parce qu'il a fallu parfois prendre position tout en étant respectueux. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur les petites batailles que j'ai eues à mener au boulot lors de mes différentes expériences professionnelles. L'an dernier, j'atteignais mes 10 ans d'expérience et lorsque mes responsables ont commencé à me dire que j'avais un profil senior, honnêtement, j'avais envie de regarder par-dessus mon épaule en me demandant est-ce que c'est vraiment de moi qu'on parle. Clairement, je ne me sentais pas concernée. En réalité, aujourd'hui, j'atteins les 11 ans et j'arrive un peu mieux à entendre et à comprendre cette notion de profil senior, si on peut dire ça comme ça. J'imagine qu'en m'écoutant, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je quitte mon CDI. J'y reviendrai très probablement en détail dans d'autres vidéos, mais effectivement, je ne suis pas en train de fuir un emploi à problème ou une hiérarchie tyrannique. Il n'y a pas de problème à mon travail en fait. J'aime mon métier, je ne l'ai pas choisi par défaut. Je voulais vraiment pouvoir allier la biologie et l'informatique. C'était la bioinformatique et c'est pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'en fait, en réalité, j'ai toujours su que j'arrêterais un jour et avec du recul, en me demandant pourquoi est-ce que j'ai toujours su ça, je réalise que c'est probablement parce que j'ai vu ma mère perdre son emploi il y a pas mal d'années maintenant, alors qu'en fait, l'entreprise dans laquelle elle travaillait fonctionnait, elle était rentable. C'est juste que, en tout cas, c'est la vision que j'en avais à l'époque, c'est juste que le patron avait envie de faire autre chose. C'est tout. Donc, j'ai très tôt, en réalité, fait le deuil des 40 ans passés dans la même entreprise. Dans ma conception des choses, c'est quelque chose qui se verra de moins en moins. Et donc, j'ai très rapidement intégré cette idée-là, ce qui fait que j'ai toujours été très ouverte à la question du changement. J'imagine que mes responsables de l'époque ne le savent pas, mais la réalité, c'est que dès la première année de travail, j'ai commencé à me demander, bon, quand tu vas arrêter la bioinformatique, qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, ça a déclenché toute une cascade de choses dont je vous parlerai probablement dans une prochaine vidéo, mais j'ai toujours eu clairement cette idée-là en tête du fait que j'arrêterais probablement un jour. Et l'une des raisons en tout cas pour laquelle je me dis que l'échec, ce n'est pas si dramatique, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de fuir une situation conflictuelle ou problématique et donc je n'ai pas peur de me dire que je pourrais recommencer. En réalité, comme je disais, j'ai choisi ce métier-là par amour, j'ai envie de dire, parce que j'aimais vraiment ça, mais il y a d'autres choses que j'aime et que je pense aimer plus en fait que mon métier aujourd'hui et donc j'ai besoin de savoir si cela me comblerait de vivre de ce qui me passionne. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas le cas et je pourrais revenir à ce que je faisais avant, ce que je fais aujourd'hui, ou faire un autre métier, ou postuler dans une grande enseigne très connue de restauration rapide, s'il le faut. C'est l'envie de savoir et le besoin d'essayer pour ne pas avoir de regrets finalement est plus important aujourd'hui, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, est plus important que la peur. Certes, il y en a et j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais il faut pouvoir passer au-delà pour pouvoir essayer autre chose parce que l'autre chose est peut-être mieux en fait. Mais ça, je ne le saurais que si j'essaye, tout simplement. Donc, c'est difficile de répondre à la question combien de temps il m'a fallu pour sauter le pas. En réalité, avant d'être au poste auquel je suis aujourd'hui, donc il y a 6 ans, j'ai tenté de changer en postulant à un poste qui était à l'Institut Curie où je travaillais avant, qui était un poste qui n'était pas de la bioinformatique, c'était plutôt du data management.
Voilà, on était un peu à cheval entre les deux pour dire ça simplement. Et ça m'intéressait beaucoup. Finalement, ça ne s'est pas fait pour une question de circonstances, tout simplement. Ce n'était pas de mon fait, ni du fait des personnes qui lançaient le recrutement. J'étais très intéressé par le poste et je pense que les autres aussi, mine de rien, étaient intéressés par mon profil, mais ça n'a pas pu se faire, c'est comme ça, ce n'était peut-être pas le moment, tout simplement, donc je n'ai pas forcément de regrets par rapport à ça, je me dis simplement que le moment, c'est peut-être maintenant, et donc pour le savoir, il faut essayer, tout simplement. Je crois qu'il faudra très certainement une autre vidéo pour que je puisse vous dire comment je suis devenue bioinformaticienne, comment j'ai atterri dans la recherche contre le cancer, pourquoi j'ai continué dans ce domaine-là, pourquoi ça ne me satisfait plus aujourd'hui, pourquoi je tente de changer, donc, et pourquoi échouer n'est pas si grave. Pour ce dernier point, j'ai commencé à en parler rapidement dans la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, s'il y a des points particuliers que vous aimeriez que je développe. Mais pour ce qui est de combien de temps il m'a fallu pour sauter le pas, finalement, comme je disais, je l'ai toujours su. Il y a 6 ans, j'ai essayé, mais ce n'était pas le moment. Il y a eu aussi beaucoup de circonstances, beaucoup de prise de conscience en fait au fil de mon parcours. Je pense que je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Il y a eu aussi la pandémie qui a aussi changé mine de rien pas mal de choses dans ma façon de voir certaines choses. Peut-être qu'on développera ça aussi une prochaine fois. Quoi dire de plus à part que j'ai quand même en parallèle de mon CDI créé ma seconde activité que vous connaissez probablement si vous me suivez depuis quelques temps, voire même depuis le début. J'accompagne les femmes noires, je les aide à obtenir des cheveux crépus, les cheveux crépus qu'elles méritent en fait, c'est-à-dire de beaux cheveux crépus qui les mettent en valeur. Ça, c'est l'une de mes passions. J'ai sauté le pas pour créer ça il y a 2 ans. C'est vraiment super, je suis très contente de ça et je me dis qu'il est peut-être temps de développer cette entreprise. Et aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de temps pour ça. Je ne peux pas développer, je peux maintenir mon activité, mais je ne peux pas la développer. Et donc, arrêter mon CDI me permettra, je l'espère, de développer ça. Et si ce n'est pas le cas, j'ai encore plein de choses à développer, en fait, en réalité. Et on en parlera, je pense, dans d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, en particulier la première vidéo de la série Je quitte mon CDI où je parle tout particulièrement du sujet de la peur. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. J'aimerais rajouter une petite précision parce qu'au final, tout ça pour dire que le chemin a été vraiment très très long. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs moments où, en tout cas, j'ai pensé dès le début au fait que ça ne durerait pas. J'ai tenté de changer il y a 6 ans aussi. Mais en réalité, ce que je fais maintenant, ça fait très longtemps que j'y pense. Surtout, en fait, c'est pas une question de durée, ou enfin si, il y a la question de la durée, il y a la question du manque de courage à plusieurs reprises, mais aussi et surtout, et dans mon cas en particulier, ça a surtout été une question de déclic. Il y a eu plusieurs petits déclics, la plupart du temps qui n'étaient pas suffisants, et je ne sais pas si je devrais le dire déjà dans cette vidéo aussi, mais j'ai fini par apprendre avec le temps, par réaliser, en tout cas par constater a posteriori, que par moments je fonctionnais par la révolte. En tout cas, parfois c'est la révolte qui me faisait bouger de mes positions, et cette fois-ci, ça a été une petite révolte intérieure, on va dire, qui m'a fait me décider et poser l'acte, en fait. Mais c'est vrai qu'en termes de temps, c'est long parce que c'est difficile, parce que la peur, parce que plein de choses, on en a déjà parlé. Mais là, vraiment, ça a été ça. Une succession de déclics et au bout d'un moment, il y a eu le déclic de trop. Voilà, la petite révolte de trop. Et je pense que, en tout cas, j'espère que je pourrai vous en parler dans une autre vidéo parce que mine de rien, ça fait clairement partie aussi de l'histoire et probablement que ça mérite aussi d'être abordé finalement dans tout ce processus-là si je veux vraiment aller dans vraiment le détail des choses et tout vous dire en toute transparence et vous dire simplement la réalité et la vérité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'arrête de parler. Ciao.